également un replay. Normalement, l'enregistrement a démarré, donc tout est OK d'un point de vue technique. Donc tout d'abord, merci à tous pour votre présence sur ce webinaire consacré à à la mobilité au sein du cluster 5 d'Horizon Europe. Donc on est là à ce stade près d'une cinquantaine de participants, puis il y avait un petit peu plus d'inscrits. Donc ça démontre un réel intérêt de la part des acteurs de la filière française automobile et mobilité pour les programmes de financement européens d'une manière générale, et puis pour le programme cadre Horizon Europe, le nouveau programme cadre, plus spécifiquement, du coup, on peut dire qu'il s'agit d'un signal positif en vue d'améliorer la présence française dans les consortia des des programmes européens. Donc l'enjeu de ce webinaire, comme vous pouvez le voir sur la diapo à l'écran, c'est d'apporter un éclairage sur ce nouveau programme cadre de recherche et innovation européen, prévu du coup prévu dans le cadre du cadre financier pluriannuel 2021-2027, et d'y apporter un focus sur le cluster 5 intitulé Climat, énergie et mobilité, donc comme son nom l'indique, dans lequel résideront les futurs appels à projets consacrés à la mobilité. Donc évidemment, dans un premier temps, et je reviendrai sur la structure générale d'Horizon Europe afin de mettre en perspective ce qu'est le cluster 5 au sein de l'ensemble du programme, dans le but de donner des éléments de réponse aux participants qui seraient potentiellement moins familiers du fonctionnement des programmes européens, et puis du fonctionnement d'Horizon Europe et précédemment d'Horizon 2020. Et évidemment, ensuite, dans un second temps, je développerai d'une manière un peu plus détaillée le contenu du cluster 5 et des attentes que l'on peut avoir avec le niveau d'information que l'on a à ce stade, pour fournir des éléments de réponse aux participants qui attendent de ce webinaire des éléments un petit peu plus précis sur le contenu des appels à projets. Donc voilà, comme je l'ai dit, pour répondre à cette double attente potentielle de votre part, je décompose du coup ma présentation en plusieurs temps. Du coup, un premier temps consacré au fonctionnement d'Horizon Europe, et un second temps consacré, comme je l'ai dit, au contenu du cluster 5, climat, énergie et mobilité. Et puis enfin, une deuxième partie qui a vocation à être un peu plus interactive, le but étant de vous permettre de poser vos questions et d'échanger sur ce qui aura été préalablement présenté. Du coup, j'en ai terminé avec les principaux éléments d'introduction. J'ajoute juste, concernant les modalités pour le bon déroulement du webinaire, je vous propose évidemment de couper vos micros pour éviter tout problème de son, et je vous propose également de poser directement vos questions dans le chat, pour me permettre ensuite, durant le temps d'échange, de reprendre ces questions et d'y répondre, ou alors, une fois qu'on sera dans le temps d'échange, d'utiliser l'icône main levée de Teams pour prendre la parole et poser vos questions oralement. Et évidemment, comme je l'ai dit au début, le webinaire est enregistré, et la présentation PowerPoint qui sert de support vous sera évidemment transmise par mail à la suite du webinaire. Donc, j'en ai fini du coup, comme je l'ai dit, avec les éléments d'introduction. Donc, je peux entrer directement dans le cœur du sujet qui nous réunit aujourd'hui. Et je commence du coup avec des premiers éléments du coup sur le fonctionnement d'Horizon Europe et sa structure générale et ses objectifs. Donc, pour rappel, Horizon Europe, c'est le 9e programme cadre de recherche et innovation de l'Union européenne qui a pris effet au 1er janvier 2021, et ce pour une durée de 7 ans.
Donc, le programme, il a pour objectif d'ancrer de manière la plus approfondie possible et la plus concrète possible la recherche et l'innovation dans un contexte marqué par de nombreux défis sociétaux, euh, défis écologiques notamment, mais également de transition que vous pouvez voir à l'écran. Horizon Europe est composé de trois piliers principaux ainsi que d'un pilier transversal. Donc, comme je l'ai dit juste avant, l'objectif du programme, c'est de répondre à de grands défis et soulignés par la Commission européenne au travers des grandes lignes politiques qu'elle met en avant au moment de sa prise de fonction. Donc, en l'occurrence, dans le contexte politique actuel, il s'agit de l'adaptation au changement climatique, potentiellement, également de la protection des océans, de la lutte contre le cancer, les villes neutres en carbone, par exemple. Donc, ces thématiques, c'est ce qu'on appelle les objectifs principaux du programme. Donc, Horizon Europe, du coup, comme vous pouvez le voir, est structuré par ces piliers. Donc le premier pilier, il est intitulé Sciences d'excellence et visera à renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'UE via un soutien à des projets de recherche fondamentale à travers différents outils. Parmi ces outils, donc on a le Conseil européen de la recherche, également le financement de bourses pour les chercheurs au travers des actions Marie Sklodowska-Curie et le soutien au développement d'infrastructures de recherche. Ensuite, donc on a le second pilier, du coup, qui est dans le cadre de ce webinaire, le pilier qui nous intéressera un petit peu plus spécifiquement, dans le sens où c'est celui qui abrite le cluster 5 qui est entouré à l'écran. Donc, ce pilier il concerne les défis mondiaux et la compétitivité industrielle européenne. Donc l'objectif ici, c'est de stimuler la capacité d'innovation, la compétitivité et l'emploi dans l'UE sur des thématiques liées aux problématiques, à des grandes problématiques qui ont été préalablement identifiées, comme la mobilité, la santé, le numérique ou encore l'industrie. Donc, et ces problématiques, du coup, de manière assez logique, elles sont déclinées en différents clusters dans lesquels on retrouve le cluster 5. Et enfin, rapidement, les deux autres piliers, le pilier 3 et le pilier transversal, ont notamment vocation à organiser des écosystèmes d'innovation ou encore à renforcer un espace européen de la recherche pour une Europe plus innovante, une Europe également qui vise à promouvoir l'égalité entre les genres ou la coopération transnationale. Concernant le budget d'Horizon Europe, donc on a pour ce programme cadre 95,5 milliards d'euros dédiés à l'intégralité du programme. À noter que cela représente une augmentation de 30% par rapport au programme de financement précédent, en l'occurrence Horizon 2020. Donc, d'une manière générale, une augmentation des fonds dédiés à la recherche et innovation européenne est à souligner. À noter également que, et on peut le voir sur le diagramme, que la majeure partie du budget d'Horizon Europe est consacrée au pilier 2, donc le pilier qui abrite les clusters thématiques. Donc 53,5 milliards d'euros sont consacrés à ce second pilier, soit 55,3% du budget total. Et à noter, et c'est important, que 15 milliards d'euros sont réservés au seul cluster 5 parmi ces 53,5 milliards.
Et sur ces 15 milliards dédiés au cluster 5, on estime environ 7 milliards exclusivement destinés à financer des projets liés à la mobilité. Donc, c'est tout concernant le budget. Concernant les missions, donc le programme Horizon Europe s'articule autour de différents outils ayant vocation à permettre d'atteindre les objectifs annoncés et le concept de mission qu'on retrouve dans les drafts d'Horizon Europe en fait partie. Concrètement, ces outils sont des engagements de l'UE dans le cadre du programme pour résoudre certains des grands défis auxquels le monde est confronté. Donc, par exemple, typiquement, la lutte contre le cancer, l'adaptation au changement climatique, la protection des océans, la vie dans les villes plus vertes et la garantie de la santé des sols et des aliments. Donc, parmi ça, donc, on a des éléments qui sont liés à la mobilité, notamment sur les espaces urbains. Donc, typiquement, parmi ces 5 domaines de mission, il y en a un qui nous intéresse spécifiquement si on le regarde avec le prisme de la mobilité. Donc, il s'agit du domaine de mission sur les villes climatiquement neutres et intelligentes, dans le cadre duquel l'objectif est d'atteindre un objectif du coup de 100 villes européennes climatiquement neutres d'ici 2030. Donc l'enjeu est donc de soutenir, de promouvoir et de mettre en valeur leur transformation systémique vers la neutralité climatique d'ici 2030 et de faire de ces villes des centres d'expérimentation et d'innovation, donc dans lesquels pourront être mis en place un certain nombre de projets innovants en matière de mobilité non polluante. Et donc, très concrètement, il s'agit d'un processus de co-création à plusieurs niveaux qui est formalisé dans ce qu'on appelle un contrat ville-climat ou un Climate City Contract, donc qui est adapté aux réalités de chaque ville et qui permet à la mission ciblée de répondre à la stratégie européenne du Green Deal, du coup, qui vise également d'une manière très générale, à rendre l'Europe climatiquement neutre d'ici 2050. Concernant les autres outils de mise en œuvre des grands objectifs énoncés dans Horizon Europe, donc la Commission européenne dispose de différents outils, dont notamment le Conseil européen de l'innovation ou encore les partenariats publics-privés européens. Donc pour le premier point, sur le Conseil européen de l'innovation, ou plus communément connu sous l'acronyme EIC. Il a vocation à soutenir les innovations de rupture avec notamment le programme EIC Pathfinder pour les projets ayant un potentiel d'expansion important, mais qui sont perçus comme trop risqués pour les investisseurs privés. Par ailleurs, on a également le programme EIC Accelerator, que vous connaissez probablement et qui est le pendant du programme Pathfinder pour les projets plus proches de la mise sur le marché, donc avec des TRL plus hauts. Concernant l'autre outil que vous voyez à l'écran, donc il s'agit des partenariats publics-privés européens. Donc, il s'agit de partenariats thématiques qui sont négociés tous les 7 ans par la Commission européenne, les partenaires et les États membres, et qui ont pour ambition d'encourager l'innovation dans des secteurs stratégiques en incluant les parties prenantes privées dans la rédaction des programmes de travail. Donc, avec un esprit plus collaboratif et plus ouvert de la part de la Commission dans la rédaction des programmes et des appels.
Donc, je reviendrai sur les PPP juste après, de manière un petit peu plus précise, en développant l'implication de French Mobility au sein de ces PPP. Et enfin, pour rappel, les calls, d'une manière générale, Horizon Europe, sont des appels à projets de type collaboratif, donc qui comportent les caractéristiques qui sont mises à l'écran. Donc, en l'occurrence, ce sont des projets qui se doivent de comporter une dimension européenne dans les domaines qui sont ciblés, qui doivent également réunir un minimum de trois partenaires de trois pays différents, et enfin qui ont des taux de financement qui oscillent entre 70 et 100%. Du coup, je reviens sur les partenariats publics-privés européens de manière un petit peu plus précise. Donc, à noter comme vous pouvez le voir à l'écran avec les trois colonnes, il existe trois types de partenariats distincts. Donc, les partenariats de type institutionnel, les partenariats cofinancés et les partenariats coprogrammés. Donc, les partenariats institutionnels, ou aussi connus sous le nom de GU, sont d'une manière générale plutôt pilotés au niveau entre les États membres et la Commission européenne, donc avec un degré d'ouverture un petit peu réduit pour les parties prenantes privées. Donc, ce qu'on peut dire ici, c'est que principal modèle de partenariat sur lequel French Mobility est impliqué et sur lequel vous, en tant qu'entreprise française de la filière, vous êtes en mesure de vous impliquer également, sont les partenariats publics-privés coprogrammés, donc la colonne de droite, qui permet aux parties prenantes aux parties prenantes qui sont représentées et actives au sein d'une association du partenariat, de coécrire conjointement avec la Commission européenne le programme de travail et donc les topics et par extension les appels à projets sur les programmes de travail du coup ultérieurs à 2022, sachant que ceux du programme de travail, les topics du programme de travail 2021-2022 ont déjà été écrits puisqu'ils sortiront prochainement. Donc à noter que une participation à ces enceintes de travail, c'est un réel atout pour les parties prenantes privées, notamment pour, parce que ça permet de mettre en avant des thématiques qui apparaîtront dans les calls à venir. Est-ce que vous m'entendez bien? Mathieu, on a quelques problèmes de connexion. Peut-être que tu peux enlever ta caméra momentanément. Ouais. Super, merci beaucoup. Ok. J'enlève ma caméra. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Merci. Donc, du coup, je ne sais pas à partir de quand le son s'est coupé. Je peux peut-être reprendre. Du coup, j'en étais sur les partenariats. Donc, je disais qu'il s'agissait que la participation à ces partenariats, c'était un réel atout pour les parties prenantes privées, notamment pour mettre en avant des thématiques qui apparaîtront dans les calls à venir. Et donc, sur la slide suivante, donc, apparaissent les partenariats dans lesquels French Mobility, donc, dans lesquels French Mobility représente la filière française automobile et mobilité. Donc, en l'occurrence, le partenariat 2Zero, qui travaille sur les solutions pour une mobilité zéro émission. Le partenariat CCAM, qui travaille sur les enjeux de la mobilité autonome et connectée. Le partenariat Bat4You, ou anciennement appelé Battery,
qui travaille, donc, comme son nom l'indique, sur les enjeux liés aux batteries, et le partenariat Made in Europe sur les sujets industriels liés à l'industrie du futur, notamment. Concernant un petit peu plus spécifiquement la stratégie de mise en œuvre d'Horizon Europe, donc, et c'est le dernier point que j'évoquerai concernant le fonctionnement général du programme. À noter qu'une stratégie nouvelle est impulsée par la Commission européenne dans le cadre de ce programme, dans le but d'atteindre les objectifs principaux du programme. Donc, d'une manière générale, la Commission européenne souhaite améliorer l'accessibilité et la lisibilité de ces appels à projets. Donc, c'est dans cette optique qu'elle met en avant plusieurs axes de travail que vous voyez à l'écran. Donc, on a notamment une amélioration de l'évaluation des impacts et leur maximisation. On peut également citer les enjeux de transparence et de simplification des programmes, en s'appuyant sur l'expérience d'Horizon 2020. Donc la Commission européenne souhaite aller vers plus de transparence, plus de simplicité dans les programmes, mais aussi dans les dépôts de projets. On peut également citer le troisième point qui concerne la favorisation des synergies avec d'autres programmes de l'UE pour assurer une cohérence des projets et une meilleure accessibilité à la transformation numérique pour assurer une mise en œuvre plus homogène et impliquer les acteurs et communiquer plus efficacement sur les résultats. Donc, à noter que les instructions pour les candidats au projet seront également simplifiées autant que possible. À noter également que les limites de pages pour les dossiers déposés seront réduites, ce qui nécessitera une plus grande attention des éléments clés du travail proposé, du projet proposé. Donc, cette réduction, elle ira de pair avec une réduction des éléments à inclure dans la proposition, donc y compris dans la saisie d'informations et de sources externes. Et à noter que ça n'a pas forcément vocation à rendre la rédaction des projets plus facile pour autant, car ça demandera un effort de synthèse assez important pour pouvoir donner les bonnes informations dans la limite de pages nouvellement imposées. Donc, j'en ai terminé pour la partie concernant les éléments un petit peu généraux sur le fonctionnement d'Horizon Europe. Donc, si vous avez des questions à ce sujet, je vous invite à ne pas hésiter à les poser dans le chat. Je pense que le mieux est de les garder pour le temps d'échange et du coup maintenant de passer directement peut-être à la partie un petit peu plus approfondie sur le contenu du cluster 5. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, le cluster 5, il est composé de six grandes destinations. Donc, pour rappel, dans la structure générale du programme, le cluster 5, donc, comme vous l'avez vu sur la diapo introductive, il fait partie des 6 clusters thématiques présents dans le pilier 2. Donc, le programme de travail du cluster 5 ou Work Programme, c'est le document qui recense l'ensemble des topics et donc des futurs appels à projets sur une période définie, en l'occurrence la période 2021-2022. Et ces topics, ils sont classés. Ces topics du cluster 5 qui sont classés donc au sein de différentes destinations thématiques, donc qui sont celles que vous voyez à l'écran.
Donc, bien que les appels à projets n'aient pas encore été officiellement publiés, on les attend à peu près pour fin avril, peut-être début mai. On dispose à ce stade de la version finale du draft du Work Programme 2021-2022. Donc à noter, et le lien est sur la dernière diapo de la présentation, à noter que ce document, ce draft, il est disponible sur le site du ministère de la Recherche, du MESRI, dédié à Horizon Europe. Donc vous pouvez chacun le trouver si vous le souhaitez. Et sur ce document, sont recensés est recensé l'ensemble de ces topics. Donc, à noter que sur ces 6 destinations, je creuserai et j'apporterai des éléments de précision uniquement sur les destinations 2, 5 et 6, car ce sont les seuls qui impliquent de manière directe la mobilité. Donc, d'une manière générale, ces destinations, elles font écho aux priorités politiques générales de la Commission européenne, donc permettant de faire ressortir des objectifs généraux pour le cluster 5, ces objectifs généraux qui incluent la décarbonation des secteurs de l'énergie et des transports à horizon 2050, ainsi que le maintien de la compétitivité internationale de ces secteurs, ainsi que des considérations liées à la qualité de vie des citoyens européens, comme l'amélioration de l'accès aux services de ces deux secteurs, donc en l'occurrence le transport et l'énergie, qui représentent des dépenses majeures pour les entreprises européennes et les ménages européens. Donc, d'une manière un peu plus précise, l'ensemble des calls devra atteindre des impacts ciblés que l'on perçoit au travers, du coup, comme je l'ai dit, des 6 destinations à l'écran. Ces impacts sont les suivants. Donc, d'une part, atteindre une base de connaissances en sciences du climat pour le développement des technologies à faible et surtout à zéro émission de carbone. Également, le développement de solutions de transport permettant la transition vers une énergie plus propre et surtout décarbonée. Permettre aussi l'accès à un approvisionnement énergétique plus propre, plus sûr, plus compétitif, le tout en augmentant la rentabilité des solutions d'énergie renouvelable. Créer également une croissance et des emplois inclusifs en Europe, faire baisser les coûts pour les consommateurs et réduire notre dépendance à l'égard des importations d'énergie, renforcer la compétitivité mondiale du secteur européen, comme je l'ai dit, pour les transports et développer de nouveaux services de mobilité qui fourniront des avantages, qui ont vocation à fournir des avantages en matière d'une part de sécurité, mais aussi d'impact environnemental et de congestion des villes. Donc, les secteurs de l'énergie et des transports donc, sont étroitement liés face à ces nombreux défis. Donc, c'est pour ça que la Commission, sur ces points-là, adopte une approche intégrée pour maximiser les synergies. Donc, c'est tout sur les 6 destinations du cluster 5 d'une manière générale. Donc, ça me permet de faire la transition et de vous présenter maintenant de manière un petit peu plus précise du coup les axes de travail principaux de la destination 2, donc qui visent à proposer des solutions intersectorielles pour la transition climatique. Donc cette destination, elle couvre des domaines thématiques transversaux pour des applications dans les domaines du climat, de l'énergie et de la mobilité. Donc ces domaines sont
les batteries notamment, mais aussi l'hydrogène, les villes et les technologies de pointe sur des TRL bas du coup, ainsi que l'engagement des citoyens. Donc, en synthèse, les topics proposés, et c'est les axes que vous voyez à l'écran, ils ont vocation d'une part à favoriser un écosystème européen de la recherche et de l'innovation au niveau mondial sur les batteries en s'appuyant sur des solutions durables. Donc, globalement, comme vous pouvez le voir à l'écran, il s'agit des appels du partenariat public-privé batterie dans lequel est impliqué French Mobility. Ce partenariat qui vise à établir une chaîne de valeur durable et compétitive au niveau mondial afin de favoriser la transformation vers une société, la transition vers une société neutre en carbone. D'autre part, cette destination est la vocation à accroître l'efficacité des schémas d'énergie, d'utilisation des ressources et de mobilité des villes et des communautés européennes. Donc, ainsi également que la durabilité des villes, améliorant de fait leur résistance au climat et leur attrait pour les entreprises et les citoyens de manière globale. Donc, cet axe-là, il inclut notamment les services de mobilité et les services logistiques intelligents. Le troisième axe de cette deuxième destination, donc, c'est un axe, un axe de travail qui vise à développer des technologies émergentes et de pointe, donc, tout en se distinguant des piliers 1, c'est-à-dire le pilier sciences d'excellence et du pilier 3, donc Europe innovante. Car ce dernier, du coup, se concentre sur les technologies émergentes qui peuvent permettre la transition climatique. Donc globalement, cet axe de travail, il vise plutôt des acteurs de la recherche sur des projets à TRL bas. Donc parmi les impacts attendus sur cet axe de travail, on retrouve l'émergence de technologies permettant les solutions d'émissions négatives dans les secteurs de l'énergie et du transport et surtout les solutions de transport zéro émission. Et enfin, sur le dernier axe de cette deuxième destination, donc la Commission souhaite mettre en avant une meilleure participation des citoyens et des parties prenantes au sein des projets, donc pour des solutions plus équitables et plus justes. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée est un petit peu d'apporter une dimension sociale et sociétale dans ces projets visant la transition climatique. Concernant j'en ai fini pour la destination 2. Concernant du coup, je passe du coup aux actes de travail de la destination 5, donc qui vise des solutions propres et compétitives pour les transports en Europe. Donc cette deuxième destination, elle est encore plus spécifiquement consacrée à la mobilité. Dans le sens où les transports sont directement précisés dans l'intitulé. Elle englobe les activités qui améliorent l'empreinte climatique et environnementale, ainsi que la compétitivité des différents modes de transport. Donc l'enjeu, au travers des appels à projets qui résideront dans cette destination, sera d'intensifier les activités de recherche et innovation pour tous les modes de transport, afin que l'UE atteigne ses objectifs politiques, donc de réduction des gaz à effet de serre. Et en synthèse, du coup, les deux grands axes de travail qui s'inscrivent dans cette destination, c'est d'une part de transformer
le transport routier en une mobilité sans émissions, en veillant à ce que l'Europe reste le leader mondial en matière d'innovation, de production et de services liés au transport routier. Donc ça inclut notamment les appels du partenariat To Zero, PPP, partenariat que j'ai évoqué en première partie de ma présentation. Et également, l'objectif également au sein de le deuxième axe de travail au sein de cette destination, c'est de concevoir des moyens plus efficaces pour réduire l'impact climatique des transports grâce aux connaissances scientifiques. Et sont également présents des axes de travail, mais que j'ai pas développé outre mesure, qui visent l'aviation et les émissions du secteur aéronautique et le secteur du transport maritime. Donc, qui, je pense, intéresse potentiellement un petit peu moins les membres de la filière automobile et mobilité. Et donc, concernant la dernière destination, la destination 6, donc l'idée au travers de cette destination, c'est de mettre en avant et de proposer des appels à projets sur des services de transport sûrs et résilients et de mobilité intelligente pour les biens et les personnes. Donc globalement, il s'agit de de tout ce qui sera en lien avec la mobilité autonome et connectée d'une manière très générale. Donc l'idée est de faire émerger des solutions permettant d'obtenir des avantages importants en matière d'une part en matière de sécurité, mais aussi en matière d'impact environnemental et d'économie en réduisant notamment grâce aux technologies de véhicules autonomes, en réduisant le nombre d'accidents causés par l'erreur humaine et en diminuant la congestion dans les villes et en réduisant du coup par conséquent la consommation d'énergie et les émissions de véhicules au sein des espaces urbains notamment. Donc, cette destination, elle recouvre trois axes de travail principaux. Le premier étant lié au partenariat CCAM, donc, dont j'ai parlé également tout à l'heure et sur lequel on est impliqué, donc qui travaille sur la mobilité autonome et connectée, avec pour principaux impacts attendu une amélioration de la fiabilité des performances des systèmes de véhicules autonomes, une réduction avec un objectif chiffré de 50% du nombre de blessés graves et de tués dans les accidents de la route à horizon 2030. Et aussi une réduction, une réduction donc grâce à la conception de systèmes de transport routier plus sûrs. Concernant le deuxième axe de travail, il s'agit d'accélérer la mise en œuvre de technologies de systèmes innovants de mobilité connectée et coopérative automatisée, donc aussi liés au partenariat CCAM. Également de poursuivre le développement d'un système de transport multimodal qui doit passer par une logistique et un transport de marchandises urbain, durable et intelligent, donc par des projets qui doivent permettre de développer des infrastructures physiques et numériques modernisées et résistantes pour les véhicules. Donc voilà, les principaux impacts attendus sur ce deuxième axe de travail, c'est principalement la modernisation des infrastructures, comme je l'ai dit, physiques et numériques pour une mobilité multimodale, propre, connectée et automatisée au sein des espaces urbains. Et enfin, du coup, le dernier axe, et j'en ai parlé dans la première partie
de ma présentation sur le cluster, sur la destination 6, c'est diminuer le nombre d'accidents. Donc voilà, l'enjeu de cette dernière destination, c'est vraiment d'associer les innovations digitales qui permettent le développement de véhicules, de la mobilité autonome pour un enjeu réel qui est l'enjeu de sécurité, mais aussi l'enjeu de décarbonation de la mobilité au sein des espaces urbains et de décongestion. Donc voilà, globalement, il va être 11h45, donc je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous présenter sur le cluster 5. Donc voilà, l'idée pour moi, en résumé, c'était de vous présenter dans un premier temps des éléments généraux pour bien comprendre le fonctionnement et la manière de se positionner par rapport au programme cadre Horizon Europe, puis de mettre en avant les principales thématiques du cluster 5 sur la mobilité pour que tout le monde ait une idée des thématiques attendues et puisse se positionner en cas d'intérêt sur les appels à projets qui vont sortir dans les semaines à venir. Donc voilà, évidemment, comme je l'ai dit, le programme de travail, il est disponible en ligne et vous pourrez trouver de plus amples informations sur vos sujets d'intérêt en allant le consulter directement. Et également, des notes de veille de la part de French Mobility seront rédigées dans les semaines à venir et creuseront ces sujets-là. Donc, s'il y a un intérêt également, vous pouvez vous tourner vers votre pôle de compétitivité pour être dans la liste de diffusion de ces notes de veille. Donc voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Donc on peut potentiellement passer à la partie questions. Je ne sais pas, Mathilde, si tu Oui, veux prendre la main pour merci jeter beaucoup un œil Mathieu. sur le chat. Exactement, on a quelques questions, donc n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Là, j'entends un écho. Je vais te les lire, Mathieu. Une première question sur les conditions quelles conditions pour les projets? Je pense que tu en as déjà un petit peu parlé sur une des slides. La taille du projet, quel porteur ou chef de file du projet, plutôt PME, institut ou grand groupe? Tu peux nous en dire un peu plus? Alors, du coup, ça dépend, ça dépend un petit peu globalement, ça dépend du type de projet. Donc, typiquement, pour les projets que j'ai évoqués en introduction, les projets de type EIC, c'est plutôt des structures de petite taille qui sont valorisées. Après, ensuite, l'école Horizon Europe de type Innovative Action ou RIA, il me semble pas qu'il y ait de type de structure spécifiquement attendu. L'essentiel étant que le projet réponde aux attentes mises en avant dans l'appel à projet, du coup, qui est généralement, ou dans lequel généralement c'est précisé. Donc, Et, je sais pas et si sur les ça. conditions d'éligibilité, peut-être que tu peux remettre la slide avec les minimum Ouais, 3 tout à partenaires. fait. Ouais. Ensuite, sur la taille du projet en millions d'euros, ça dépend des topics. On vous invite à aller regarder les topics dans le programme de travail pour voir la taille. On est entre 2 millions d'euros minimum dans le programme de travail du cluster 5 jusqu'à 15 millions à peu près. Une autre question, Mathieu, sur le domaine des projets. Est-ce qu'on est plutôt sur de la R&D, sur du service, sur de l'industrialisation, de l'expérimentation? Est-ce qu'on a une notion de TRL? Alors ouais, du coup, tout à fait, comme je l'ai dit, donc en fait, il y a dans les projets Horizon Europe, donc qu'on a typiquement pour le cluster 5, donc on a donc typiquement trois types de calls, donc les Innovative Action, les RIA et les CSA, donc qui correspondent chacun de ces types de projets correspond du coup
un niveau de TRL et donc un niveau d'avancement en termes de R&D. Donc, vous pouvez retrouver ça du coup dans le draft et dans les topics. Donc, pour chaque topic est indiqué donc le niveau de TRL attendu pour le projet et c'est variable. Du coup, il y en a de tout type dans les calls du cluster 5. Donc, il y a pas vraiment de réponse toute faite là-dessus. L'essentiel est de retenir qu'on a trois grands types de calls et des TRL associés qui sont indiqués sur chaque topic. Après, sur la partie industrialisation, ce ne sera pas l'endroit où l'on trouvera du financement pour l'industrialisation. On est vraiment sur le programme 4 de recherche, développement et innovation. Une question sur le budget. A-t-on la répartition du budget par destination dans le cluster 5? Alors, enfin, on l'a. Disons que on a le budget On a une estimation du budget associé pour chaque. Au sein du cluster 5, du coup, on a une estimation du budget qui est alloué à chaque topic. Donc, c'est disponible sur le draft. J'avoue que je l'ai pas noté, donc j'ai pas en tête le budget précis par destination, mais l'information est disponible et je pense que c'est assez rapide à vérifier. Mais j'ai pas le chiffre exact en tête. Je peux pas vous le communiquer de tête, mais je sais qu'il est disponible. Je sais pas si tu confirmes, Mathilde, mais il me semble que c'est bien ça. Oui, tout à fait. On l'a par topic, donc avec une somme, on devrait pouvoir l'avoir par destination. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est par topic pour vous quand vous candidatez. Donc, vous pouvez retrouver l'info dans le draft. Une question, Mathieu, sur des projets qui ont été déposés dans le cadre d'un appel national sur l'hydrogène. La question est, est-ce qu'il est possible d'avoir des financements supplémentaires avec ce cluster 5, cumulables en fait avec les aides nationales? Alors, très honnêtement, j'ai pas la réponse sur ce sujet. Je sais pas si Mathilde, tu en sais plus là-dessus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, les appels hydrogène sont plutôt financés dans le cadre du partenariat sur l'hydrogène. Donc déjà, c'est la première information. Et ensuite, l'Europe ne finance pas quelque chose qui a déjà été financé au niveau national. En revanche, si c'est une brique complémentaire d'un projet, vous pouvez déposer en effet une réponse à un appel à projet qui va concerner cette brique. Donc voilà, on va dire que il peut y avoir du financement mobilisable, mais il faut que ce soit sur quelque chose qui n'a pas été financé dans le cadre de votre appel, de votre projet déposé au niveau de l'ADEME. Je continue encore avec des questions, Mathieu. Que faut-il fournir comme document pour répondre à un appel à projet? Est-ce qu'on connaît un calendrier? Est-ce qu'on sait si l'appel se fait en une étape ou deux étapes? Quels sont les délais? Quelle est la fin de l'appel à projet? Voilà, vraiment des questions de timing. Ouais, du coup, sur le timing, sur les deadlines, donc les appels qui ouvrent au printemps, globalement, on a donc des deadlines en septembre à peu près, il me semble, de mémoire. Ensuite, sur les documents à fournir, sur les modalités très, très pratiques, peut-être que tu peux répondre, Mathilde, peut-être parce que j'ai peur d'oublier des éléments comme ça de tête, sachant que c'est vrai que c'est pas je fais pas de montage de projet, moi, de mon côté spécifiquement. Donc, peut-être que ce sera plus précis si tu réponds. Alors, sur la question déjà de une ou deux étapes, la plupart là, des appels sont en une étape. C'est bien indiqué sur le programme de travail, donc on vous invite à aller le lire. Après, sur le document à fournir, comme l'a dit Mathieu, c'est un document, on a un template qui est disponible sur le site de la Commission européenne. On pourra peut-être d'ailleurs vous rajouter le lien vers ce document qui vous guide. Ça se décompose en trois parties. Une première qui est la description du projet et une seconde plutôt sur l'aspect l'impact de votre projet et une troisième partie sur l'organisation de votre projet, l'aspect managérial du projet.
Et donc, c'est un template en anglais qui est accessible et il suffit de répondre aux questions. Encore une question, est-ce que vous pourriez expliquer la différence entre le pilier 2 et le pilier 3 d'Horizon Europe? Oui, tout à fait. Je reviens sur... Donc la différence entre... Donc on a plusieurs différences en fait. Alors, mince. Donc plusieurs différences à noter entre le pilier 2 et le pilier 3 d'une part. Donc le pilier 2 est consacré à des thématiques précises. Donc c'est ce qu'on appelle des appels plutôt top-down. Alors que le pilier 3 laisse la liberté à des appels plus bottom-up. Donc, c'est-à-dire que il n'y a pas l'obligation d'ancrer son projet dans une thématique, un objectif précisé en amont par la commission. Donc, c'est la première différence fondamentale. La différence également typiquement par rapport au programme EIC dont j'ai parlé dans ma présentation. C'est globalement l'accès à des financements pour des acteurs qui proposent des projets vraiment de rupture, ce qui est potentiellement moins le cas pour les appels du pilier 2. Donc, ça fait partie des quelques différences fondamentales dans l'approche des deux piliers. Et c'est par exemple dans le pilier 3, vous retrouverez l'appel destiné exclusivement aux PME, l'EIC Accelerator. Une question sur la destination 5, la destination 6, le lien avec les PPP. On a cité 2Zero, SICAM. Pouvez-vous approfondir ces relations? Oui, alors je reviens dessus. Oui, tout à fait. En fait, donc les PPP, comme j'ai dit, le rôle des PPP, c'est de coécrire en fait les appels à projets. Donc, entre l'association qui représente les parties prenantes privées et la Commission européenne. Donc, ces écritures de projets, elles se font dans le cadre de différents programmes de travail, qui sont des programmes en 2 ans. Donc, les PPP auxquels on participe actuellement, ils ont vocation à nous permettre d'écrire les appels pour le programme de travail du coup 2023-2024. Et donc, les topics de ces PPP, du programme de travail des PPP, les premiers programmes de travail, ils vont déjà être disponibles, donc ils vont être dans la première salve d'appel à projet. Et donc, c'est pour ça qu'ils apparaissent du coup dans les destinations. Donc, ils fournissent des appels à projets comme tout autre axe de travail en fait dans les destinations, à la différence que sur ces axes de travail spécifiques, lors des prochains programmes de travail, c'est-à-dire à partir de 2023, les topics auront été coécrits entre la commission et les parties prenantes privées. Donc le lien, c'est que ce sont les appels des PPP, tout simplement qu'on retrouve dans les destinations. Une question, alors Jean-Baptiste a répondu sur le calendrier et quand seront publiés les premiers appels. Donc publication prévue début mai, vous avez déjà le draft, donc vous pouvez déjà commencer à y répondre. Et le calendrier de clôture, vous retrouverez tout dans le document en ligne avec la clôture des premiers appels en septembre. Question, est-il possible d'inclure une spin-off parmi les partenaires? Les universités sont-elles obligatoires dans un partenariat? Alors, la réponse, selon moi, est non. En tout cas, les seules obligations d'une manière très générale, c'est-à-dire sans prendre en compte ce qui peut être spécifié dans un appel de façon spécifique, du coup.
C'est les éléments qui sont à l'écran, donc c'est-à-dire avoir une dimension européenne dans le projet et puis un minimum de 3 entités légales de 3 pays différents. Donc sinon, hormis ça, d'une manière, dans Horizon Europe de façon très générale, j'ai pas en tête d'autres obligations. Donc, c'est non sur la deuxième partie. Les partenaires universités sont-elles obligatoires? Donc, non. En revanche, sur la première partie de la question, une spin-off peut-elle être parmi les partenaires? Là, du coup, c'est oui, parce qu'il n'y a pas d'obligation sur le type de partenaire. Encore Mathieu, une question sur Waterborne. Quelles personnes joindre pour avoir des informations générales comme vous le faites aujourd'hui? Alors j'ai pas en tête le contact, mais je pense qu'il y a déjà d'une part une personne à la Commission européenne chargée du sujet. Donc ça peut être un premier lien. Et puis sur Waterborne, donc si c'est du partenariat coprogrammé Waterborne dont vous parlez, il y a également, du coup, comme je l'ai expliqué, pour chaque partenariat, une association destinée à accueillir les parties prenantes. Donc s'il y a un intérêt de votre côté à rejoindre ce partenariat, c'est vers l'association qu'il faut plutôt se tourner. Merci Mathieu, je ne vois pas d'autres questions. Si certains veulent, on peut prendre 1 ou 2 minutes si vous avez des questions supplémentaires. Alors, a priori, on n'a pas plus de questions, Mathieu, donc je pense qu'on va pouvoir peut-être conclure. Je te les laisse reprendre la main. Ouais, Merci. du coup, en conclusion, donc j'ai mis sur une dernière diapo donc le lien du site internet français consacré à Horizon Europe, donc qui a été mis en place par le MESRI. J'ai également mis le lien du programme de travail du cluster 5, donc au sein duquel vous pourrez retrouver l'ensemble des topics, des destinations d'une part dont j'ai parlé aujourd'hui, mais surtout plus précisément des topics. Donc vous aurez absolument l'ensemble des informations sur ce document. Et puis enfin, n'hésitez pas du coup à contacter notre représentation à Bruxelles, donc en l'occurrence moi-même, donc via mon adresse mail ou par téléphone. Donc il y a mes contacts également sur cette dernière diapo. Donc voilà, pas d'autres éléments de mon côté. Donc je vous propose de mettre un terme au webinaire et je vous remercie tous pour votre attention et vos questions. J'espère que ce webinaire aura été utile pour vous et vous motivera à monter sur des projets européens. Merci beaucoup et au revoir. Merci Mathieu. Merci, au revoir.